Pour certains, il s'agit d'un mouvement de contestation inédit. Pour d'autres, il s'agit d'une révolution. Quoi qu'il en soit, la situation ne sera plus jamais la même en Algérie. Le 22 février dernier, les Algériens descendaient dans les rues pour faire plier le pouvoir. Un an plus tard, y sont-ils arrivés? Ils sont toujours dans la rue aujourd'hui, notamment pour le 53e vendredi de contestation. Et à la veille de la date anniversaire du 22 février, faisons le bilan du Irak. Pour en parler, nous sommes avec José Garçon, spécialiste de l'Algérie. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. La contestation est-elle parvenue à faire plier le système? Oui et non. Le Irak, comme vous venez de le dire, est à son premier anniversaire. Il a remporté beaucoup d'acquis. Le premier acquis, qui est le plus connu, c'est qu'il a obtenu la destitution du président Bouteflika, qui était sa première revendication. Nous ne voulons plus d'un président grabataire. Ensuite, il a fait quelque chose qui est peut-être, au fond, plus important pour l'avenir de l'Algérie. C'est que ce pays était sous une espèce de chape de plomb, surtout depuis la décennie 90, qui était cette décennie sanglante de guerre civile. Et le pays était recroquevillé sur lui-même. Il n'y avait pas d'espoir, il y avait même une certaine désespérance chez les Algériens. Et quand leur mécontentement s'exprimait en fait par ce désespoir. Et quand il ne s'exprimait pas par le désespoir, il s'exprimait par des violentes émeutes un peu partout dans le pays, mais des émeutes très particulières, très localisées et très éphémères. Et puis c'était fini. La chape de plomb revenait. Et là, pour la première fois, les Algériens reprennent confiance. Les Algériens reviennent à la politique, alors qu'ils ne voulaient plus entendre parler de rien, ils ne faisaient plus confiance à la politique. Donc, ils reprennent espoir, ils se battent, ils ne veulent plus quitter le pays, ils ne veulent plus prendre les fameuses pateras pour partir, ils veulent simplement être dans un pays qui change et avec un pouvoir qui lui aussi s'en aille, parce qu'ils n'en peuvent plus de 60 ans d'un régime militaire. Alors justement, au final, le 12 décembre dernier, le pouvoir est passé en force avec le scrutin présidentiel. Est-ce à dire que rien ne bouge dans le pays? Eh bien, oui, oui et non. Encore une fois, effectivement, le pouvoir peut penser qu'il a réussi un peu un premier round et que le pire est derrière lui, puisqu'il a installé un président de la République et au fond, peu lui importe que ce président de la République soit passé avec un taux d'abstention infiniment plus important que celui qui a été annoncé. Donc, il pense que tout peut continuer et tout peut redevenir comme avant. Le problème, c'est que il ne peut pas faire ça, parce que des dizaines et des centaines de milliers de gens sont toujours dans la rue. Donc, comment fait-on pour faire rentrer ces gens dans la rue? On ne peut pas laisser un pays à l'arrêt. Or, le pays est à l'arrêt, l'économie est à l'arrêt, tout est à l'arrêt. Donc, rien ne change dans la mesure où on a passé en force, comme d'habitude, un nouveau président, mais tout change parce que les gens ne sont plus dupes et n'acceptent plus ça. Donc, on est dans une espèce d'incertitude générale. Que vont faire les décideurs, comme on appelle en Algérie les généraux? Que vont faire les décideurs militaires? Que va faire la rue? Est-ce que le pouvoir va réussir à diviser le Irak? Jusqu'à présent, il n'a pas réussi. Vous faisiez référence aux décideurs, notamment à l'armée en Algérie. Selon vous, jusqu'ici, ont-ils lâché du lest? Jusqu'à maintenant, non. Jusqu'à maintenant, le pouvoir essaye de dire et de faire comme s'il était là que pour satisfaire aux revendications du Irak. Et donc, vous avez ce nouveau président, M. Tebboune, qui, chaque fois qu'il fait un discours, fait une apologie du Irak. Mais en même temps, vous avez des arrestations. On libère des gens, mais vous avez de l'autre côté, vous avez des arrestations. On dit qu'on va satisfaire aux revendications du Irak, mais rien ne change. En gros, on a changé les têtes, mais on n'a pas changé le système. Or, ce que les Algériens demandent, c'est un changement de système, avec ce fameux slogan « Système dégage ». Qu'est-ce qui pourrait pousser le pouvoir algérien à lâcher du lest pour ce changement de système, justement? Je crois que le fait qu'aucune
des petites manipulations, des petites tentatives de division qu'il fait habituellement n'aient fonctionné, n'aient donné de résultats. Je pense que, en tout cas, on peut espérer qu'à un moment, les militaires, puisque la nature militaire du régime est maintenant très très claire, c'est un des acquis du Irak, d'avoir réussi à montrer qu'il n'y avait que les militaires qui décidaient en Algérie. Je pense qu'ils peuvent aussi comprendre à un moment donné qu'il va falloir lâcher du lest parce qu'autrement le pays va être bloqué. La situation économique est très mauvaise. Comment vous pouvez faire des réformes économiques difficiles qui sont obligatoires? Comment vous pouvez prendre des mesures économiques qui seront forcément impopulaires si jamais la population ne vous suit pas, ne serait-ce qu'un minimum? En plus, le problème des militaires aujourd'hui en Algérie, c'est qu'ils n'ont plus la possibilité de faire une répression violente. Jusqu'à maintenant, en octobre 88, ils ont réussi à régler, entre guillemets, le problème des émeutes en tirant dans la foule. Il y avait eu 500 morts. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire ça. Vous ne pouvez plus faire ça parce que c'est toutes les catégories en Algérie, les catégories d'âge et les catégories socio-professionnelles qui sont dans la rue. Donc, vous ne pouvez pas tirer sur un mouvement pacifique en plus, et l'armée se diviserait. Donc la cohésion de l'armée, enfin la nécessité de maintenir la cohésion de l'armée fait que vous ne pouvez pas faire une répression violente. Donc ça devrait amener les militaires à un peu de réalisme. Alors revenons justement à ce mouvement du Irak. Les femmes ont été particulièrement présentes lors de toutes les manifestations. Diriez-vous qu'elles ont retrouvé leur place au sein de la société algérienne avec ces manifestations ? En tout cas, elles font tout pour le faire. Vous savez, le grand traumatisme des femmes algériennes a été qu'elles ont beaucoup participé à la lutte de libération nationale, à la guerre d'indépendance. Elles ont fait énormément de choses. Et quand l'indépendance est arrivée, on leur a expliqué que, il fallait, la lutte on avait gagné, le colonisateur était parti, il fallait retourner à la maison. Et le code de la famille en Algérie est un des codes les plus rétrogrades. Et donc, pour les femmes, ce Irak est aussi une façon de réexister après cette longue nuit où on les a vraiment renvoyées, pardonnez-moi l'expression, mais à leur fourneau. Et donc, là, leur participation est très forte. Et elles sont aussi, d'une certaine manière, elles protègent le Irak. Elles protègent le Irak parce que quand vous avez votre femme, votre fille, votre sœur dans un cortège, c'est pas facile de tirer dans ça. Justement, alors ce soulèvement populaire a changé de visage l'Algérie. Comme chaque événement majeur dans l'histoire des pays, les générations se passent le relais. C'est ce qu'on va voir notamment dans ce reportage illustré et réalisé par Karim Baldé. Au milieu des manifestants, Samira Messoussi incarne une jeunesse algérienne rebelle. Cette diplômée en biologie est devenue l'une des figures de la révolution populaire. Une héroïne même, depuis qu'elle a passé 6 mois en prison pour avoir brandi le drapeau amazigh, pourtant interdit dans les cortèges par le pouvoir. Cet épisode n'a pas dissuadé la jeune femme de 25 ans, au caractère bien trempé. C'est un sentiment de fierté d'appartenir à un peuple qui a démontré sa détermination et sa volonté de finir avec le système actuel. La revendication principale du peuple reste, c'est la rupture définitive avec le système actuel et la volonté de construire une nouvelle Algérie. Une volonté de changement partagée par plusieurs générations d'Algériennes. Elle est belle la relève. Elle est belle la relève. Face à Samira, Louisette Iguilariz, 86 ans, peut témoigner de plusieurs décennies de lutte. Combattante au sein du FLN, égérie de l'indépendance, sa voix porte toujours. Nommée sénatrice en 2016 par Abdelaziz Bouteflika, elle préfère démissionner pour protester contre un 5e mandat. Il faut que nos préalables soient obtenus. On n'a pas obtenu nos préalables, tels que la liberté des prisonniers d'opinion, tels que la liberté d'expression, tels que la justice. Le résultat est beau. Et nous devons continuer parce qu'il y a encore des richabas, encore au sein du gouvernement. Même si elle a du mal à marcher, Louisette Iguilariz bat le pavé presque tous les vendredis, tout comme Samira Messoussi.
Deux militantes, deux générations, mais un seul idéal, la liberté. Voilà pour ce reportage auprès des militants et des militantes du Irak en Algérie. José Garçon, comment se fait-il qu'après un an de mobilisation, le Irak ne dispose toujours pas de leader ? D'abord, je crois qu'il ne faut pas perdre de vue une chose qui est très importante avec le Irak, c'est que ça n'est pas un parti politique et ça n'a pas vocation à devenir un parti politique. Le Irak, c'est une espèce de c'est une protestation de masse à l'échelle nationale et c'est une protestation de masse pour les libertés et les droits. Donc, il y a un côté, ça n'est pas, encore une fois, a vocation à devenir un parti politique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le Irak hérite de ce qu'a été l'Algérie depuis 60 ans. C'est-à-dire une espèce de peur parce que chaque fois qu'un leader apparaît, chaque fois qu'un leader émerge ou tente d'émerger, le pouvoir essaye de le salir, de le discréditer, bref, de le mettre hors jeu. Et donc, il y a une espèce de hantise dans le Irak. Si nous dégageons des gens, des leaders, ces leaders vont être immédiatement harcelés, emprisonnés, détenus. Et on voit d'ailleurs que ce n'est pas tout à fait faux parce que les têtes les plus connues du Irak sont souvent emprisonnées et arrêtées. Quel a été le rôle de la diaspora algérienne dans ce mouvement de contestation ? Je pense qu'il est fondamental et qu'il va devenir encore plus fondamental. Il est fondamental parce qu'il y a énormément de cadres, il y a énormément de professions libérales dans la diaspora, donc elles soutiennent beaucoup et elles sont aussi le futur de l'Algérie, c'est-à-dire qu'elles ont beaucoup envie de rentrer en Algérie. Et la diaspora a un contact une espèce d'aller-retour comme ça. Et l'autre chose qui me paraît très importante et qu'il ne faut jamais oublier, c'est que le Irak est une école de cadres, est une école de formation de nouveaux leaders. Et c'est une nouvelle classe politique qui va émerger de ce Irak. Tous les partis politiques sont morts en Algérie, n'existent plus. Et c'est ça qui est en train de se fabriquer avec le Irak. Donc c'est un processus de longue haleine. Justement, quels sont les défis qui attendent le Irak dans les prochains mois et les prochaines années ? C'est exactement ce que nous venons de dire. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il devienne, à défaut d'avoir des représentants, il faut qu'il devienne une force de proposition. Parce que jusqu'à maintenant, il n'a pas proposé réellement de choses et son seul discours, si j'ose dire, c'est pouvoir dégage. Mais ça, c'est un peu court. Donc il faut que le Irak commence à être une force de proposition et qu'il commence à s'organiser un minimum. Selon vous, ça prendra combien de temps ? Attendez, on est dans un processus long. On ne sort pas d'ailleurs. Le Irak hérite de 60 ans de pouvoir autoritaire. 60 ans. On n'en sort pas en un an. Merci José Garçon d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste de l'Algérie, que vous participez également à l'ouvrage collectif Irak en Algérie, un livre à retrouver aux éditions La Fabrique. Merci d'avoir été avec nous. À demain.